si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur votre podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Petit rappel, pour soutenir le podcast, vous pouvez aller sur la plateforme Tipeee en tapant le nom de votre podcast préféré, Si maman m'avait dit. Vous pourrez aussi trouver un lien direct en dessous de la présentation de cet épisode. Vous mettez ce que vous pouvez, 1000 francs, 10 euros, 5 $. Et comme vous le savez, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple, ou encore la plateforme Encore qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité est Aïcha. Oh là là. Aïcha, c'est une petite sœur que j'ai rencontrée il y a peut-être bien 10 ans à Paris. Et je suis très contente de pouvoir la voir près de nous, en direct de Paris. Coucou Aïcha, comment ça va? Ça va super Diane, ça me fait super plaisir de te voir. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Ouh là là, je pense plus de 5 ans en tout cas, ça c'est clair. En Ouais. tout cas, je suis hyper contente parce que je continue à te suivre sur les réseaux et bravo pour ce que tu fais. Merci. Alors, Aïcha, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? J'aurais aimé que maman me dise beaucoup de choses, surtout sur la vie d'une femme, surtout sur le mariage. Je me suis mariée il y a 3 ans et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris, je dirais, le combat des féministes. J'aurais aimé que ma mère me dise que même si tu te maries, tu dois rester toi. T'es une femme, t'es née fille, avec des rêves, t'es un être humain même, je dirais, avec des rêves, avec plein de choses. Et ne laisse pas la société, ne laisse pas les cultures te dire où est ta place. Ta place, c'est toi qui l'as choisie et tu dois garder tes rêves, tu dois garder ce que tu es en fait. Peu importe si tu deviens maman, peu importe si tu deviens épouse, reste la fille que tu es et continue à évoluer en fait avec tout ça. Mais ne te laisse pas placer dans une case. J'aurais aimé qu'elle me dise ça, ma mère. Ah, c'est très très deep. Tu t'es mariée à quel âge? Je me suis mariée à 24 ans. Et pourtant, quand je dis aux gens que je me suis mariée, les gens sont souvent étonnés parce qu'en fait, on me voyait comme la fille rock, quoi, tu vois, dure. C'est-à-dire la fille qui a énormément d'ambition. Donc, souvent, quand les femmes elles ont de l'ambition, on a l'impression qu'elles ne peuvent pas avoir aussi une vie de mariage. En tout cas, on a l'impression qu'elles sont anti-mariage. Et moi, je savais très bien ce que je voulais. Je savais, quand j'étais plus jeune, je voulais pas sortir avec plein de garçons parce que, en fait, je voulais pas perdre de temps. Pour moi, sortir avec un garçon, c'était avoir des montagnes russes émotionnelles et avoir une dépendance affective. C'est-à-dire, si tu tombes amoureuse de la personne et qu'elle se fait du mal, bah hop, tu vas être triste, tu vas être dans un bad mood et tout. Et je voulais pas que ça m'arrive parce que j'étais trop concentrée sur mes objectifs et j'avais pas le temps je disais, et c'était horrible, hein, j'avais des amis qui me disaient, mais Aïcha, mais c'est horrible ce que tu penses de l'amour, etc. Non, c'est pas horrible, c'est juste que je voulais pas perdre mon temps et je me dis, si je rencontre quelqu'un, cette personne, elle doit faire sa vie avec moi jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est des partenaires de vie et on va vivre ensemble jusqu'au bout parce qu'on a des rêves à construire ensemble. Et donc pour moi, c'était ça la vision que j'avais de l'amour. Et quand je suis allée en Guinée à 3 ans, bah, j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari par la suite. On avait tous les deux plein de rêves, on se battait tous les deux et on savait où on allait. On s'est dit, on va se marier de toute façon. Et 2 ans après, on s'est mariés, donc je me suis mariée à l'âge de 24 ans. Donc tu l'as rencontré à 22 ans, il y a 5 ans. Je l'ai rencontré à l'âge de 22 ans, il y a 5 ans à Conakry, en Guinée. En gros, dès que je suis arrivée à Conakry, l'une des personnes que j'ai rencontrées le premier, c'était lui. Et en fait, après, on a fait tout le chemin ensemble. Quand j'ai fait mon retour au pays, on a voyagé ensemble, on a monté en place des gros projets ensemble avec les institutions. Donc voilà, on était vraiment tous les deux, tout le temps ensemble. C'était vraiment une relation fusionnelle. Et on s'est mariés, ma mère a été ravie, parce que bon, c'était un Guinéen, elle avait peur que je lui ramène un blanc ou un japonais, à l'époque, vu que j'étais très branchée asiate, donc elle était très contente. Ça a été un peu compliqué vis-à-vis de mon père, parce que il n'est pas de la même ethnie que nous, et moi je suis une ethnie Diarinké, en Afrique de l'Ouest. Les Diarinké, ils s'entendent très bien, bizarrement, avec les Peuls, parce que je pense qu'ils sont très sectaires, hein, tous les deux, tu vois. Et du coup, ils aiment bien rester entre eux. Moi, je suis partie voir quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec notre ethnie. Donc, c'était un peu compliqué, mais finalement... Ils étaient de quelle ethnie? Nalou. Les Nalous, c'est les premiers habitants, on va dire, de la Guinée avec les Bagas.
Ils ont habité très tôt à Bokeh et on les retrouve aussi en Guinée-Bissau. D'accord. Tu vois, mais ils sont très mélangés et souvent on a l'impression que c'était des animistes alors que maintenant ils sont beaucoup islamisés, etc. Mais c'est vrai que c'est très différent par rapport aux cultures d'Yaranké, tu vois. Revenons un peu sur toi, avant tes 22 ans où tu atterris à l'aéroport international de Conakry. C'est comment? C'est quoi ta vie? Tu grandis dans quel contexte? Alors, moi je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Mes parents sont tous les deux des immigrés guinéens qui sont venus, c'est pas des personnes ministres de machin, non, ils sont venus pour chercher un avenir meilleur pour leur famille, etc., avec toujours l'idée du retour. Donc moi j'ai grandi ici, sauf que j'avais une mère qui me poussait toujours. Ma mère, elle a pas fait d'études, mais elle nous a toujours poussé à faire du mieux qu'on peut. Elle nous a toujours poussé à être excellente et à être bien dans notre domaine. Donc, elle nous a soutenus dans tout ce qu'on voulait. À chaque fois on était petite avec ma sœur, je me souviens, on avait toujours des projets. Moi, je me souviens, je réalisais à l'époque des événements. J'étais toute petite, hein. J'avais 8 ou 10 ans. Je réalisais en famille, par exemple, la fête d'Halloween. Et on faisait plein de petits événements comme ça. Et on invitait nos cousins, cousines et payait des tickets. Et avec cet argent, on allait au cinéma après. Donc, j'ai commencé très tôt. Je me suis toujours débrouillée parce que je savais que ma mère, elle n'avait pas 36 000 moyens pour tous nous aider et faire ce qu'on voulait. Donc, je me suis toujours débrouillée. Je faisais des nattes, je gagnais de l'argent, j'allais acheter ce que je voulais. Je donnais des cours, je me suis toujours débrouillée. Et en fait, au collège et même au lycée, j'ai commencé un peu à me questionner sur mon identité, comme tout le monde. Hein, je pense, la double culture, on se questionne. Et c'est vrai que j'étais dans un lycée où il n'y avait que des blancs. J'étais la seule noire, pratiquement. Où tu vivais? Moi, je vivais à Paris. J'ai toujours vécu à Paris. J'ai toujours vécu à Paris et je suis allée dans un lycée dans le 17e. Alors qu'au collège, j'étais dans un collège du 18e où il n'y avait que des Noirs et des Arabes. Hein, c'était un collège ZEP. Mais en fait, je m'étais toujours dit que moi, je voulais réussir. Dans ma tête, je m'étais dit, OK, je suis dans ce collège-là, mais je veux pas... J'ai pas envie d'aller en pro. Je dis pas que c'est mauvais. Hein, attention. Je dis pas que c'est mauvais ni rien, mais moi, je savais exactement où ce que je voulais aller. Tu voulais pas que on choisisse ta destinée. C'est ça, je voulais pas du tout. Sans que tu puisses exactement. décider, quoi. Du coup, je bossais comme une tarée. J'ai toujours essayé de faire mon maximum parce que je voulais choisir. Et pour moi, l'école, réussir à l'école, c'était un moyen d'avoir le choix de ce qu'on voulait faire. Donc c'est ça que je me suis toujours mis à fond dans mes études et à la fin de la 3e, j'avais de très bonnes moyennes et du coup moi j'ai dit que je voulais aller dans un bon lycée et je suis allée au lycée Carnot dans le 17e à Wagram, enfin ici à côté en plus. Hein. Et en fait, dans ce lycée-là, ça m'avait beaucoup choquée parce que je suis passée de tout au tout. Là, j'étais qu'avec des Noirs et des Arabes et je me souviens à l'école, on se moquait de moi, on m'appelait Ramayad à l'époque parce qu'on me disait que j'étais trop... Parce que en fait, je leur disais des vérités. C'est que j'en avais marre que les gens foutaient tout le temps n'importe quoi dans la classe. Et je leur disais, mais les gars, nos parents sont femmes, hommes de ménage, mais on doit bosser en fait. Enfin, on n'a pas le temps. Et du coup, ils osaient pas m'attaquer moi, parce qu'ils avaient un respect en fait vis-à-vis de moi par rapport à ce que je disais. Mais du coup, on se moquait de moi, on me disait, mais vas-y, t'es une ramayade, toi. Je dis, mais pensez ce que vous voulez, mais les gars, on n'a pas le temps en fait, tu vois. Mais au lycée, ça a été un petit peu la dépression parce que au lycée, c'était trop bizarre. J'étais avec que des blancs et hyper riches. C'est la première fois que je voyais des vraies marques. Moi, je connaissais rien du tout à tout ça. Et il fallait se faire une place là-bas. Il fallait se faire une place. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'aimais bien m'habiller, etc. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me faire une place et que tout le monde, après, voulait être la copine d'Aïcha, etc. Et que j'étais invitée dans des grosses soirées de Carnot et tout. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à me questionner sur ma propre identité. Me dire, mais qui je suis? J'ai commencé à me lisser les cheveux, mais en même temps, ça ne me convenait pas. Et j'ai commencé à faire tout un tas de travail sur moi-même. Et en fait, à 17 ans, je suis allée en Guinée, on va dire pour la vraie première fois, parce que j'étais allée quand j'étais toute petite, mais j'avais aucun souvenir. Et là, à 17 ans, je suis vraiment allée, on va dire, pour la première fois en Guinée. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est ça mon pays? Ça me faisait déjà trop bizarre de voir un pays où il n'y avait que des Noirs. Ça paraît bête, hein. Mais quand je suis arrivée à l'aéroport, je voyais que des Noirs partout. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est quoi ça? Il y a des Noirs partout. Ils sont policiers, ils sont gendarmes. Ça paraît trop bête, mais c'était waouh. Et là, j'ai commencé à en savoir un peu plus sur ma lignée. J'ai commencé à en savoir un peu plus sur mon histoire. Je me suis dit, mais attends, ces gens-là se moquent de moi en France. Mais moi, je viens d'une grande lignée. Je viens d'une grande nation. Je viens d'un grand continent. Je me suis dit, mais attends, il faut que je mette ça en avant.
Et c'est comme ça, petit à petit, que je me suis mis dans les mouvements antiracistes, que j'ai essayé vraiment de valoriser la culture africaine, de valoriser nous les Noirs aussi en France, de valoriser l'excellence noire en France. J'ai essayé de mettre en place des événements, j'ai essayé de contacter même des acteurs politiques comme Christiane Taubira pour lancer le collectif d'Imay. Je me suis mis à fond dans tout ce qui est association guinéenne. Donc j'étais vraiment... Je voulais laisser une trace. Je me suis dit, on est tous dans le monde avec quelque chose, je dirais pas des super pouvoirs, mais on a tous une mission. Il faut la trouver, cette mission sur la terre, et il faut la faire à fond. Moi, ce que je voulais faire, c'était, je sais pas si c'était naïvement que je le pensais, mais c'était en tout cas aider l'Afrique, promouvoir l'homme et la femme noire, et puis surtout promouvoir l'égalité, tout simplement. On est tous égaux, et faire en sorte que tout ça, ça change pour les générations futures. C'est ce que je voulais. Donc voilà, en 2015, il y a eu le virus Ebola en Guinée qui a frappé la Guinée de grand fouet. Et en fait, moi, à cette époque-là, je me souviens que j'étais en échange universitaire au Canada. Et je voulais faire un documentaire sur la diaspora africaine dans le monde. Et souvent, quand j'avais beaucoup voyagé, parce que j'avais fait Canada, j'avais fait les États-Unis, j'étais allée en Colombie, donc j'avais beaucoup tourné en Amérique. Et souvent, quand on me voyait, on me demandait mes origines. On me citait tout, enfin je sais pas, je me disais, on me citait tous les pays sauf la Guinée. Ou quand on me disait la Guinée, on me disait, ah mais la Guinée, Ebola et tout ça. Et toujours la Guinée était assimilée à Ebola. Donc moi je me disais, mais c'est pas possible. Et juste après, j'avais un stage en décembre 2015 en Guinée au ministère de l'administration, je crois. Et je me suis dit, tiens, je vais profiter et je vais faire une petite vidéo pour juste montrer la Guinée autrement, tu vois. Et c'était une petite vidéo vite fait, en plus, que j'avais fait avec les jeunes de là-bas. Et puis, on présentait la Guinée. Et contre toute attente, la vidéo, elle a bien marché sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai été contactée après par les autorités guinéennes pour venir travailler sur un programme mondial de l'UNESCO. Et je venais juste de finir ma licence d'histoire à la Sorbonne. Donc, je me suis dit, bon... autant faire une année sabbatique et puis aller travailler en Guinée pour l'UNESCO, quoi. Et du coup, j'y suis allée comme ça. Et ça, c'était un peu compliqué parce qu'après, c'était labellisé par l'UNESCO, mais c'était les Guinéens qui organisaient l'événement. Et ça, c'était assez compliqué de travailler avec eux, mais c'était très intéressant. Et c'est comme ça que je suis allée en Guinée et que j'ai rencontré mon mari qui, lui, à l'époque, il travaillait avec le Centre culturel franco-guinéen pour une association qui était affiliée avec eux. Donc voilà, il faisait du slam. Moi, j'étais dans tout ce qui est culturel. Donc ça a bien matché. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Là-bas, j'ai créé ma boîte. Donc j'étais bien en Guinée, franchement. Donc tu es partie en Guinée avec ta licence de la Sorbonne. C'est ça. Et tu partais pour 1 an. Et j'ai fait 3 ans finalement. J'ai fait 3 ans finalement. J'étais partie juste pour 1 an. Finalement, j'ai fait 3 ans parce qu'au bout de la dernière année, en 2016, je crois que je suis partie. Et en 2017, j'ai décidé de rester parce que j'avais eu une opportunité avec le groupe Vivendi d'être la responsable de salle du Canal Olympia. Comme j'aime bien le cinéma aussi, et je me lance aussi dedans là actuellement. Du coup, voilà, je suis restée. J'ai ouvert ma boîte de com. Et j'ai travaillé du coup avec la délégation de l'Union européenne parce que je travaillais plus avec les institutions. Donc, je travaillais avec l'OIM, avec la délégation de l'Union européenne. C'était hyper intéressant. J'ai lancé des gros programmes pour les jeunes, pour lutter contre la migration irrégulière, etc. Et puis j'avais lancé aussi ma série documentaire qui s'appelait Welcome to Conakry. Et ça, j'en suis très fière parce que du coup, j'ai réussi un de mes rêves. C'était vraiment de faire des projections en fait, dans les rues, dans les quartiers populaires et de présenter le cinéma, de relancer le cinéma en fait, africain. Parce que le cinéma, pour moi, c'est un gros vecteur de la culture, de beaucoup de choses. Et j'avais commencé à initier ça. Et en fait, en Guinée, à Conakry, je commençais à devenir vraiment très populaire. Les gens me reconnaissaient dans la rue. Quand j'allais en banque, on me faisait passer avant. On me disait, ah, vous êtes Conakry, capitale mondiale du livre. Ou on me disait, welcome to Conakry, parce que je passais tout le temps à la télé nationale. Je passais ma tête tout le temps. Et même ma mère, elle m'appelait, elle me disait, mais on t'a vu à la télé. Donc, c'était trop content. Mes tantes aussi, mais on t'a vu à la télé. Donc, c'était la petite star, quoi. On me voyait partout. J'étais partout. Et en fait, quand j'ai lancé le programme avec l'OIM, l'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. D'accord. C'était ma dernière année que j'ai fait en Guinée, en 2018, je crois, 2018 ou 2019. Et en fait, là, ça m'a fatiguée. C'était ma 3e année que je faisais là à Conakry. Et là, ça a commencé à descendre parce que quand tu commences à avoir des gros fonds des institutionnels, même si ce sont des grosses institutions, à l'intérieur, c'est des Guinéens aussi qui travaillent.
Et mine de rien, il y a toujours ce côté donne-moi un petit pourcentage, un petit pot de vin. Là-bas, en Guinée, c'est encore très fréquent quand tu lances des Au produits. Cameroun aussi, hein, sûrement. Ouais, et ça, c'est vraiment ça m'a vraiment fatiguée parce qu'on a lancé moi, je l'ai vraiment lancé ce projet avec amour pour lutter contre la migration irrégulière, pour mettre en place des activités sur l'entrepreneuriat des jeunes, leur faire découvrir la Guinée autrement, pour montrer tout le potentiel qu'il y avait. En fait, les bâtons dans les roues qu'on nous avait mis, c'était insupportable. Les mairies, les machins, tout le monde voulait sa part, Et là, j'en pouvais plus, donc j'avais décidé de rentrer à Paris et de faire ma licence, enfin de faire mon master à Sciences Po. Donc j'ai fait ma licence à Sciences Po Grenoble. Et je suis rentrée, et en rentrant, j'ai fait aussi mon mariage religieux. J'ai fait mon mariage religieux, et après, avec mon mari, on est venu s'installer en France, parce que on s'est dit, si on a des enfants, c'est quand même mieux, dans un premier temps, enfin, je voulais pas déjà accoucher en Guinée, mais je voulais commencer ma vie de femme mariée ici, etc. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en France. Et c'est là que tout a commencé. Ton mari, il vivait déjà en France avant, il était Non, rentré. il était en Guinée, et puis c'est quand moi je suis revenue qu'on a décidé de tous venir. Ouais. Et c'est là que les choses ont commencé un petit peu à changer. Parce que jusque-là, pour moi, ma vie, je la contrôle absolument. C'est-à-dire, je faisais tout ce que j'avais envie de faire. Tout ce que je m'imaginais dans ma tête, je me dis, si j'arrive à l'imaginer, c'est que je peux arriver à le faire, tu vois. Moi, c'était ma devise, tellement qu'on m'appelait Miss à ma guise. Je faisais ce que je voulais, et je pense que je déconstruisais tous les codes, en fait, dans notre petite communauté. Les gens, ils disaient, mais parfois, on me citait comme exemple, on citait aussi ma sœur comme exemple. Les filles, elles les citaient comme exemple pour que leurs parents leur laissent voyager, pour que les parents leur laissent un peu vivre, tu vois. Ils disaient, ouais, mais regarde, Aïcha, machin, etc. Et grâce à nous, il y a beaucoup de mes cousines, etc., qui après ont voyagé, après ont fait ce qu'ils veulent. Parce que nous, notre communauté, il faut savoir qu'on est très sectaire. Je sais pas comment expliquer, les Diarinquais, c'est un mode... ils sont encore très fermés. Là, ça s'ouvre de plus en plus, mais à l'époque, non. T'es une femme, tu peux pas voyager, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Moi, franchement, je mettais mes parents sur le fait, quoi. J'ai pris mon billet pour New York, j'y vais la semaine prochaine. Je leur disais ça, ils n'avaient pas d'autre choix d'accepter, tu vois. Et de toute façon, je le payais, donc j'étais indépendante financièrement, je me débrouillais, donc ils avaient rien à dire. Mais jusque-là, je contrôlais ma vie, et c'est pour ça que moi, tout le côté féminisme en mode, oui, mais on n'a pas les mêmes droits, je le voyais pas, tout ça. Parce que pour moi, je me dis, je suis un être humain, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, et je force, je suis une forceuse, tu vois. Mais quand j'ai été mariée, ça a été très différent. Tu t'es mariée là-bas ? En fait, ils ont fait le mariage religieux là-bas, moi j'étais ici. Ensuite, on est retourné en Guinée pour faire le mariage là-bas. C'est très ping-pong. Chez nous, quand on fait le mariage religieux, la femme, elle n'est pas obligée d'être là. Oui, même l'homme d'ailleurs. Ouais, ils ont fait le mariage religieux entre les parents, donc en Guinée là-bas, mais moi j'étais pas là. Et après, on a fait le gros mariage 1 an et demi plus tard en Guinée. On est tous allés en Guinée. Et du coup, quand je me suis mariée, je suis tombée tout de suite enceinte en fait. Après le mariage religieux ? Ouais, j'ai eu ma première fille. Et moi, ma grossesse, c'était des grossesses très compliquées. C'est-à-dire que pendant 9 mois, j'étais alitée. Tu te rends compte, quand tu as l'habitude de bouger, de vivre une vie 100 à l'heure. Je voyageais, j'avais vraiment une vie de 100 à l'heure à l'époque. J'avais pas le temps, j'avais plein d'idées, je les réalisais. Et pendant 9 mois, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, j'étais alitée. Moi qui tombais jamais malade. Mais pour moi, ma première grossesse, c'était horrible. Et je le dis, les gens me disent, oui, mais c'est beau. Mais non, mais c'est pas comme dans les films, hein. Moi, c'était horrible parce que j'avais de l'hypersalivation, donc je crachais tout le temps. Et j'étais tout le temps malade, je vomissais tout. Moi, j'ai pris que 6 kilos quand j'ai... Ma première fille, j'ai pris juste 6 kilos. Je faisais que vomir. Et j'avais maigri les premiers mois tellement. J'étais comme un zombie, je restais chez moi. Les gens m'appelaient, j'existais plus sur la toile. Je me suis totalement effacée. Je pouvais parler à plus personne. Enfin, j'étais vraiment pas bien. J'étais malade pendant 9 mois. J'étais déprimée. C'était horrible. Et en plus, ma mère, je pense qu'il voulait bien faire. Ma mère, elle m'a toujours soutenue. Et heureusement qu'elle était là parce que franchement, je pense que j'aurais pas survécu sinon. Mais voilà, mes tantes, elles commençaient déjà à me préparer au rôle de maman qu'on voulait m'assigner. En mode, maintenant t'es maman, tu peux plus, enfin tout ce que tu faisais, maintenant il faut que tu te cases, t'es mariée, il faut s'occuper de son mari, il faut avoir le temps pour ceci, pour cela. Donc pendant 9 mois, de toute façon, j'étais alitée, je pouvais pas faire grand-chose. Et après, quand j'ai eu ma fille, moi j'ai eu une réaction très bizarre. J'adore mes filles, c'est mes princesses, etc. Mais c'était pas comme dans les films. On me disait, mais tu verras, quand tu vas voir ton enfant, tu vas le prendre dans tes bras, tu vas lui faire des bisous, tu vas tout de suite l'aimer, etc. On dit, on apprend à le connaître. L'enfant, on le connaît pas tout de suite. C'est sûr qu'on a ce truc-là en mode, j'ai un petit bébé, j'ai la responsabilité de m'en occuper. Mais, et puis, progressivement, on commence à s'attacher vraiment. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je sais que quand j'ai accouché, la dame, elle a voulu mettre le bébé sur moi comme ça.
Et moi, je suis très bizarre parce que je suis pas très trop câlin, etc. Et puis, je voyais un truc gluant comme ça, gesticuler. J'ai fait non. J'ai eu peur, en fait. J'ai fait j'ai eu peur. Et après, j'ai attendu qu'elle prenne un peu ses couleurs. Et là, je l'ai pris dans mes bras. Mais au début, comme ça, tu viens d'accoucher, t'es toute fatiguée, tu comprends rien. On te met le bébé sur toi, tu deviens maman de tout. Enfin, c'était trop de choses tout d'un coup, tu vois. Et En plus, psychologie, des fois, on parle, on peut appeler ça, je crois, du rejet. Mais ça dépend. Il y a des gens qui ont même du mal pendant des semaines, des mois, à porter leur enfant. Parce que c'est le process qu'elles comprennent pour qu'elles sont... Enfin, que tu es maman. Que tu es maman. Est-ce que ça peut... C'est compliqué. Moi, je sais que je suis partie de tout au tout. J'étais une jeune fille qui faisait tout. En fait, en 9 mois, ma vie, elle a été complètement bouleversée. Tout avait changé. J'étais ce que je voulais, je pouvais réaliser quand je voulais. J'étais maman, j'étais mariée. Et tout est allé beaucoup trop vite pour moi. Tout est allé beaucoup trop vite. Ensuite, j'ai eu ma première fille. Et en plus, je devais finir ma 2e année de master parce que j'étais encore étudiante. Donc, c'était très compliqué pour moi. Il fallait que je reprenne tout à zéro. En plus, j'étais revenue en France. Donc, tout à refaire. Je devais tout refaire. C'était très compliqué avec mon mari. C'était... Oh là là. C'était horrible. Mais après, on a trouvé notre rythme, etc. C'était plus simple. Tu as dit c'était horrible. Qu'est-ce qui était horrible ? En fait, c'était horrible de tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que quand j'étais en Guinée, j'avais ma petite vie. Je faisais ce que je voulais. J'avais plutôt une situation stable, même plutôt correcte. Et là, je revenais en France. C'est comme si, pas que j'avais tout perdu, mais j'étais revenue, parce que c'était un choix de ma part de reprendre mes études. Donc, j'étais étudiante. Il fallait que je me trouve un logement. Il fallait que je trouve un boulot aussi à côté. Enfin, il fallait tout refaire, en fait, tu vois. Et il fallait jongler avec tout ça. Et en plus, j'étais maman. Donc, Et mariée. Et mariée. Et femme. Et quand t'es mariée, tu vois, c'est la pression. Parce que moi, du coup, ma mère, elle m'a beaucoup aidée, que je vivais à Paris. Donc, je laissais la petite souvent chez ma mère, en attendant d'avoir une place en crèche, etc. Mais souvent, tes tantes, qui sont toujours... Parce que nous, chez nous, c'est la grande porte. Donc, chez ma mère, il y a toujours mes tantes. Il y a toujours 36 000 personnes. C'est comme en Afrique. Hein. La porte est grande ouverte chez ma mère. C'est très convivial. Il y a tout le monde qui vient. Et en fait, t'as tout le temps des gens qui te critiquent. « Ah, mais tu travailles, t'étudies. Et tes enfants, et comment tu fais? Ton mari mange. Il faut que tu fasses la nourriture. Hein. Tu fais la sauce. Tu fais... » Tout le temps, en fait, on te met ça. Et t'as fait la sauce. Et on te compare comme si t'étais pas une bonne épouse, en fait, tu vois. Si tu fais quelque chose de différent, on fait comme si t'étais pas une bonne épouse, etc. Donc, bref, la première année, elle est passée. Et 1 an et demi après, j'ai eu ma 2e fille. Elles sont très rapprochées. Ma 2e fille, ça allait un peu mieux parce que je savais un petit peu plus ce que je voulais faire. Mais toujours pareil, ce qui m'a frappée, c'est que j'avais l'impression de ne plus savoir qui j'étais. C'est-à-dire que j'étais plus sur la toile, je réalisais plus vraiment mes projets. J'étais concentrée en mode, bon, maintenant je suis maman, il faut que j'essaie de faire les choses bien, il faut que j'essaie de mettre mon mari bien, il faut que j'essaie de faire en sorte d'être une bonne mère, d'être parfaite sur tous ces trucs-là. Mais moi, en tant qu'Aïcha Diaby, en tant que la révolutionnaire qui voulait changer le monde, qui voulait machin, je l'ai mis entre parenthèses. Je me suis dit, là, il faut que je me dévoue totalement à ma petite famille. Et c'est bien aussi. Mais un bout d'un moment, je n'étais pas épanouie. Parce que je me disais, ça va être ça ma vie. Être une bonne épouse, bien faire à bouffer, partir au travail. Et en plus, la charge mentale aussi qu'il y a. Parce que quand t'es maman, mais en plus, tu dois aussi travailler. Parce qu'il faut que tu nourrisses tes enfants. Il faut qu'avec ton mari, vous trouviez un équilibre. Donc, il fallait que j'aille travailler. Il fallait que je m'occupe de mes enfants. Il fallait que je sois une bonne épouse. Et tu dois être parfaite sur tous ces tableaux-là. Je me disais, mais c'est plus possible. Alors, tu dis, enfin, faut être parfaite, c'est plus possible. Est-ce que tu peux donner l'exemple, c'est quoi être une bonne maman? C'est quoi être une bonne épouse? C'est quoi cette charge mentale? Est-ce que tu peux poser des mots dessus, en fait? Alors, en fait, une bonne épouse, chez nous, en Guinée, chez les Diarinké, une bonne épouse, c'est déjà la femme qui va rester soumise à son mari. C'est le mari qui a la parole, c'est le mari qu'on doit avoir. C'est la femme qui doit bien soigner son foyer. C'est-à-dire, chez toi, il faut qu'il y ait toujours de la nourriture, il faut que tu fasses toujours tes bonnes sauces, il faut que tout soit propre, tout soit carré. Tu restes chez toi, tu t'occupes de ton foyer. Maintenant, comme on est en France, et les mamans, elles sont conscientes de ça, tu dois aller travailler, mais tu ne dois pas oublier qu'avant le travail, c'est ton foyer que tu dois t'occuper. C'est ton foyer, ta maison, ton chez-toi, bien t'occuper de ton mari, ses habits, tu les laves bien. Non, mais j'entendais ça, hein, ma mère qui me donnait, elle est trop mignonne, tu vas essayer de me donner des conseils. Elle me dit, ton mari, il faut toujours que ses vêtements, tu les repasses, tu fais tout ça. Mais ok, c'est très bien de faire tout ça. Mais en fait, moi aussi, j'ai une vie, j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps de... Tu vois, déjà, c'est ça, être une bonne maman, une bonne femme, c'est bien t'occuper de ton mari. Ton mari, ça doit être la pièce centrale.
tu dois vraiment être dévoué totalement pour ton mari, tu dois vraiment tout faire pour lui, tu vois. Et après, tes enfants, pareil. Tes enfants, tu dois t'en occuper. Tu peux pas dire que tu as ça à faire. Non, occupe-toi de tes enfants, tu restes avec eux, tu les nourris, tu les berces, tu les choies. En fait, tu es pleinement dévoué qu'à ta petite famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux pas être quelque chose à côté, ou ça doit pas dépasser en tout cas ton petit cercle de famille. Tu peux pas être autre chose. Tu peux pas dire que tu veux te lancer en politique et en même temps tu t'occupes de ta famille. Tu dois rester avec ton petit cocon. Et moi, j'étais pas ça. Quand j'ai eu ma deuxième fille, pendant que j'étais enceinte de 8 mois, je m'étais inscrite à un concours de scénario parce que j'aime le cinéma depuis toute petite et je voulais me professionnaliser. Donc, j'ai vu ça sur la page de Rokhaya Diallo. Je me suis inscrite, j'ai été prise. Et du coup, dès que j'ai accouché, un mois plus tard, je commençais mes cours de scénario. Et ça a été hyper mal vu. Ah, mais tu laisses ta fille à 1 mois chez ta mère. En fait, on me critiquait tout le temps. Après, j'avais un mari qui était assez compréhensif, qui m'aidait comme il pouvait. Mais après, je pense que même lui, à la fin, je sais pas si ça lui est monté à la tête ou pas, mais lui aussi, il avait ce petit côté-là, mais il faut que tu restes. Ou... Tu vois, lui aussi, il avait ce côté-là un peu réducteur, je trouve, à la fin de la femme, quoi. Mais est-ce que c'était au début où il est devenu? Non, je pense qu'il est devenu. Il n'était pas comme ça au début. Hein. Au début, mais je sais pas si c'est parce que c'est le milieu où qui se dit on a changé de statut, on n'est plus des copains-copines en mode machin. Là, on a chacun nos rôles, il faut quand même qu'on les fasse bien. Moi, je pense qu'on peut très bien être une maman épanouie, une épouse épanouie et être qui on est. Mais là, moi, la manière dont je me suis retrouvée, c'est que je savais plus en bout d'un moment qui j'étais. C'est que je me disais, je suis juste la maman de Maria et Djenaba et je suis une épouse, c'est tout. Mais moi, qui je suis... Ce que je faisais, j'ai tout effacé, j'ai tout coupé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, les gens te diront, on ne te voyait plus trop sur la toile. Et là, c'est petit à petit, là, depuis que ma deuxième fille, elle a 1 an et demi, je commence à prendre du recul et à me dire, non, je suis Aïcha, il ne faut pas que j'abandonne qui je suis. Parce que j'ai une mission et mes filles, j'ai pas envie qu'elles se disent maman, elle a étudié, elle a fait tout ça, mais maintenant, il n'y a que nous et c'est tout. J'aimerais qu'elles se disent que tu peux très bien être une maman épanouie, tu peux être qui tu veux en fait. Tu peux être qui tu veux. Et moi, je suis contente parce qu'après ma deuxième fille, j'ai postulé, j'ai pu travailler. Là, je travaille actuellement donc, au ministère de l'Intérieur. Donc, j'étais très contente de me remettre dans mes rails, quoi, de me remettre là où il faut. Et toujours, je commence à me remettre dans les activités. Là, je suis en train de finir mon premier court-métrage professionnel. Et je suis très contente parce que j'ai pu travailler avec des acteurs professionnels qui ont joué dans des films de long-métrage au cinéma en France, hein, dans Bande des filles, dans le dernier film de Maïmouna Doucouré aussi. J'ai des acteurs qui ont joué dans tout ça. Et du coup, petit à petit, je commence à m'affirmer et à me remettre dedans et à me dire qu'en fait, je peux faire ce que je veux. Et en fait, le plus difficile, je pense, quand on est jeune marié, c'est de se défaire des gens qui parlent. De ta famille, des gens à côté qui voudront te mettre dans une case où tu rentres dans les clubs des mamans et les clubs des mariés, quoi. Ou en mode, moi j'ai ci, machin. Et toi, quand t'es pas dans ça, quand t'as d'autres préoccupations, en mode, justement, il y a le prochain sommet dans lequel je dois participer, on te regarde comme un extraterrestre, tu vois. Mais quand t'es enfermé dans une certaine culture, dans une certaine communauté, c'est difficile à s'en défaire. Si tu ne veux pas passer pour une mauvaise mère ou une mauvaise épouse, tu vois. À quel moment tu as eu le déclic? Où tu as dit, c'est bon? À quel moment tu as décidé d'aller retrouver la vraie toi? Je pense que... un bout d'un moment, je me suis... En fait, j'ai beaucoup déprimé. Parfois, je pleurais toute seule dans la chambre, etc. Les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais Aïcha, t'as changé. Ou on me disait, Aïcha... Avant, les gens me disaient que j'avais de la lumière en moi. J'étais lumineuse. Et mes amis, même mes amis très très proches, qui me disaient, Aïcha, on voit plus cette lumière en toi. On a l'impression que t'es éteinte. T'es éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Et je me dis... je commençais à me questionner... Je commençais aussi à lire beaucoup. Et en même temps, avec mon mari, les choses ont commencé aussi... Après, ça, c'est plutôt du domaine personnel, mais ça a commencé aussi à se dégrader. Donc, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment vivre comme ça? Est-ce que je veux continuer de vivre comme ça, tu vois? C'est la charge mentale que tu as citée tout à l'heure qui t'a mené à déprimer. Ouais. Est-ce que c'était de la déprime ou c'était de la dépression? Et ça se matérialisait comment? Je sais pas. En fait, je saurais pas te dire. Parce que en plus, je voulais aller voir un psychologue, justement. Parce que ma soeur m'avait dit.
Je saurais pas quoi te dire si c'était... Je sais juste que je me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais plus bien. J'avais même plus envie de m'habiller, d'être pimpante comme je le faisais à l'époque. Je voulais plus rien faire. Je pense que c'est... Ah, si je sais. Parce que j'avais beaucoup réfléchi. C'est parti de quoi? C'est parti quand j'ai quitté la Guinée. En 2018, je crois, fin 2018. Que j'avais eu ce petit burn-out là, où j'avais travaillé avec l'OIM et que tout le monde essayait de nous grappiller. J'en pouvais plus. Donc j'avais eu un rejet violent de la Guinée quand j'étais revenue. J'en pouvais plus. Fallait plus me parler de la Guinée parce que j'en avais jusque là. J'en pouvais plus. J'en avais marre. Donc déjà rien que ça. Et après je me suis mariée. Et très vite j'ai fait un enfant. Et très vite j'ai changé de statut. Et très vite mon identité aussi. Tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Mon burn-out de la Guinée. Je me suis mariée. J'ai eu des enfants. La grossesse était très difficile. Tout s'est enchaîné. Du coup, qui je suis, je savais plus qui j'étais. Je me disais qui je suis. Surtout que tu as toujours été quelqu'un qui organisait tout et qui planifiait tout. C'est ça. Et qui avait une maîtrise sur tout. Et là, tu as plus de maîtrise sur tout. Parce que tu as un mari, tu dis, je vais aller en Chine demain. Il dit, ouais, mais non, on fait comment, machin. En fait, tu as touché le bon truc parce que je pouvais plus décider toute seule de ce que je voulais faire. Et en plus, j'avais des filles, donc il fallait que je pense aussi, quand elles étaient toutes petites, moi, je voulais faire des voyages. On me disait, mais non, mais elles sont trop petites, machin, etc. Donc en fait, là, je pouvais plus décider tout ce que je voulais faire. Il fallait que je prenne en compte la vie de mon mari. Il fallait que je prenne en compte mes filles, etc. Je pouvais plus faire. Donc tout s'est enchaîné. Je faisais plus rien, du coup. Je faisais plus rien. J'étais juste chez moi et j'allais travailler. Je m'occupais de mes enfants, je m'occupais de mon mari et c'était tout. Sauf que je dis, mais c'est pas moi, ça, je peux pas. Alors, j'ai plusieurs questions. Tu rencontres ton mari en Guinée, coup de foudre ou pas? Ça s'est fait progressivement. Dans une relation qui était construite. C'est ça, qui s'est construite. On était vraiment... En fait, je pense qu'on était vraiment en phase. C'est-à-dire que lui, c'était vraiment un vrai révolutionnaire africain. Et moi, à l'époque, j'étais là pour révolutionner l'Afrique. donc on s'était bien trouvés, tu vois. On s'était vraiment bien trouvés. Et à aucun moment, quand tu décides de rentrer t'installer, des fois, les femmes se posent la question. Quand tu rencontres une personne au pays qui n'a jamais vécu à l'étranger, tu n'as pas peur en te disant peut-être qu'il vient pour les papiers. Non, j'ai vraiment pas eu ça parce que lui, c'était pas un souhait forcément de venir en France. Lui, c'était pas un souhait, mais moi, c'était un souhait parce que je commençais à en avoir assez de la Guinée. Et lui voulait qu'on reste en Guinée. Moi, je lui ai dit non, j'ai envie de retourner en France, j'ai envie de finir mon M2. Et là, il faut que je prenne un break vraiment avec la Guinée pour pas être dégoûtée, définitivement. Je pense que j'étais allée très jeune, à 22 ans. J'ai vu trop de trucs qui m'ont beaucoup froissée. J'étais venue avec beaucoup d'espoir. Et lui, non, il était vraiment... Il voulait vraiment pas venir. Et je lui ai dit, non, il faut qu'on vienne quand même. On vienne, on fait 2-3 ans, on grandit un petit peu, on apprend, il faut qu'on ait plus d'expérience aussi ici. Comme ça, on rentre mieux, tu vois. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il avait repris ses études, lui aussi. Et puis, il avait trouvé un travail dans les ONG. Mais je sentais qu'il ne se sentait pas super bien non plus. Je voyais très bien que la Guinée, ça lui manquait. Il fait du slam, lui. Donc, il fait l'habitude de faire de la musique. Donc, tout ça, ça lui manquait. Et petit à petit, je pense qu'il a commencé à se créer un petit groupe de slammers ici. Il a commencé à faire de la musique. Donc, ça allait. Mais je sentais chez lui aussi une petite frustration. Moi, je reprenais mes études et j'ai commencé à travailler. Mais lui, comme il faisait aussi ses études, il a dû prendre aussi un petit boulot aussi à côté. Je pense que ça lui a fait bizarre. Parce qu'en Guinée, il n'aurait pas fait ça, tu vois. Mais quand tu viens d'arriver en France, c'est compliqué tout de suite. Enfin, maintenant, je suis dans le domaine de l'immigration, donc je sais que pour les étrangers primo-arrivants, c'est très compliqué de faire valoir leur diplôme. Ça prend du temps. C'est possible, mais ça prend un peu de temps. Et lui, c'était ce temps-là aussi, ça le stressait. Moi, j'avançais, etc. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs, tu vois, confusions. Oui, il arrivait dans un nouveau pays. Et aussi, dans ce pays, il devait certainement observer... C'est ça. Enfin, il n'était peut-être pas aussi respecté ou reconnu comme ce qu'il avait réussi à construire. Exactement. Donc, pour lui aussi, en fait, comme il recommençait from scratch. Sauf qu'à la différence que lui, il avait, c'est que lui, toi, tu connaissais la France. Et lui, il n'avait aucune vision. Ça. Et c'était très compliqué après c'est très compliqué de faire ça parce que je pense qu'on n'était plus après sur la même phase. Lui, il voulait aussi se construire et aller très vite. Moi, je voulais faire d'autres trucs et enchaînement. Et les hommes, ils ont cette tendance, mine de rien, à avoir cet orgueil et cette arrogance d'homme. C'est genre, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois tout faire, c'est moi qui dois tout gérer. Et si toi, t'es une femme et que t'es très, très entreprenante, très, très ambitieuse, parfois ça coince, tu vois. Parce qu'ils ont leur pseudo orgueil d'homme, tu vois. Genre en mode, non, c'est moi qui dois tout gérer. Et quand t'es là et que t'essayes de faire, parfois ça coince parce qu'ils veulent toujours être là et pas que vous soyez égaux. Et moi, ça me pose un problème aussi. Alors, est-ce que vous êtes toujours ensemble ?
Là, non. On s'est séparés. Et on a décidé ensemble. Hein. On s'est posé, on s'est dit c'est mieux de se séparer. Moi, je sais pas si... C'est peut-être horrible ce que je vais dire, hein, mais je sais pas si je suis prête encore, en tout cas, à me mettre avec quelqu'un qui pourrait pas comprendre que j'ai cette liberté, que je veux cette liberté-là. Cette liberté de pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire et que je ne pourrais plus accepter qu'on essaye de me contrôler ou de me mettre dans une case. Ton compagnon, ton mari même d'ailleurs, il t'a connu libre. Et c'est ça, il m'a connue libre, mais après quand on s'est mariés, lui aussi, il est venu en mode on est mariés maintenant, tu es à moi et tu fais ce que je dis un petit pas forcément toujours, parce qu'il m'a toujours soutenu. En fait, c'est très compliqué, c'est très complexe. Parce que moi, il m'a toujours poussée, mais en même temps, vers la fin, j'avais l'impression qu'il voulait que je sois qu'à lui. C'est de me couper aussi un petit peu aux autres, tu vois. Mais je pense, je sais pas si c'est dans un des épisodes du podcast, je disais que notre génération est vraiment dans un énorme paradigme. On vit dans 2 paradigmes, même j'ai envie de dire. Où toi, tu es une femme, tu veux être ambitieuse, mais en même temps, tu veux être une femme dite... Enfin, tu peux te considérer comme une femme dite africaine. Exactement. Mais quand tu dis que tu es une femme africaine, chez certaines personnes, ça évoque ouais. La cuisine, voilà. Mère nourricière, etc. C'est ça. Et donc, finalement, notre génération, ou les générations même au-dessous ou en dessous, qu'est-ce qu'elles mettent dans c'est quoi une vraie femme africaine? C'est ça. Je me souviens de ce hashtag où justement sur Twitter, il y avait un hashtag c'est quoi une vraie femme africaine? Mais c'est vrai. Ah non, vous les femmes, vous laissez tôt aujourd'hui le mariage, vous ne souffrez pas. Est-ce que mais oui, donc, moi c'était ça. Donc même lui, en tant qu'homme, on le dit souvent, certains hommes ne sont pas préparés à avoir des femmes ambitieuses, qui montent, qui descendent, parce que ça ne correspond pas à leur environnement. C'est ça. Et il y a ce livre-là de Gary Chapman qui dit ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. C'est qu'avant de te marier avec une personne, tu dois connaître sa structure familiale. Dans les 2 sens. Je suis d'accord. Si ton mari, sa maman, elle a toujours été à la maison, elle a toujours été en train de dire oui à ce que son papa disait, à être éclipsée, à être discrète, la manière dont il a grandi, surtout encore si dans nos sociétés où notamment les Africains d'Afrique de l'Ouest, musulmane, où il y a beaucoup le cercle familial. Exactement. Si la maman et les tatas ont une certaine vision de la femme et que les papas ont une certaine vision de la femme ou du mariage, ton mari part en tout cas avec au moins 90% de bagages de ce que est le couple. C'est ça. Même s'il est ouvert, même s'il essaye, en fait, ils ont toujours ça. Mon mari, il était vraiment ouvert. Hein. Vraiment, ça ne le dérangeait pas, justement, d'avoir une femme qui bougeait, etc. Mais j'ai l'impression qu'après, là, ces dernières années, c'était en mode, lui aussi, c'est un petit peu mis dans le mood des parents, quoi. En mode, voilà, en mode, non, tu peux pas tout faire ça, voilà, t'es une femme mariée, tu restes avec moi, on est ensemble. Enfin, c'était très compliqué. Des fois même, s'il a ces 10% d'ouverture, ça demande beaucoup de travail pour lui. C'est ça. Et face au poids de notre environnement, si la même manière certainement où ta mère, tes tantes te parlaient, certainement qu'on lui disait que mais ta femme là, est-ce que tu la tiens bien? Tous les jours on dit elle veut faire ça, elle veut faire ci. C'est pas bon, hein? Une femme qui travaille, qui va beaucoup à l'école, elle va vouloir te dépasser. C'est ça. Et même si il est conscient de qui tu es, les parents ont souvent plus d'expérience. C'est ça. Et on les écoute, parce que nos parents, c'est eux qui nous ont guidés, d'une certaine manière. Donc ça demande énormément d'efforts de pouvoir, en tout cas, sortir de ce contexte-là. Et je sais pas, c'est pour ça que je vais très peu juger les personnes qui vont se marier. On va dire, ah, il s'est marié pour de mauvaises raisons. Oh, elle s'est mariée pour de mauvaises raisons. Je pars toujours du principe que si la personne a décidé de se marier à un moment, c'était pour de bonnes raisons. Ouais. Ou des raisons qui étaient en phase avec ce que la personne avait en tête. Si ton mari décide de t'épouser, certainement qu'à ce moment, il se dit, tu es la femme de sa vie. C'est ça. Mais comme on dit, l'amour, c'est pas toujours l'amour qui garantit le succès d'un... Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord dans ça. Couple, c'est pas que l'amour. Sinon, s'il y avait l'amour, ça allait être parfait. Nous, on était vraiment fusionnels, etc. Mais je pense qu'après, on prend des chemins différents et que quand une femme souhaite s'affirmer,
Ça fait peur parfois. Et moi, je dis s'affirmer, ça veut pas dire écraser l'homme. Moi, je suis vraiment en mode collaboratif, tu vois. C'est genre en mode, tu fais ton truc, je te soutiens, je fais mon truc, tu me soutiens, on avance, on évolue ensemble. Mais à partir du moment où tu essayes de m'accaparer et de faire en sorte que je sois que pour toi et que je ne bouge pas et que je reste à la place que tu veux que je sois, c'est pas possible. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, elles sont prises dans ce piège-là. C'est-à-dire que quand elles vont se marier, elles vont s'effacer totalement, comme ce qui m'est arrivé. Elles vont effacer tout ce qu'elles faisaient avant et elles vont se dévouer à leur mariage et à leurs enfants. Mais elles oublient qui elles sont, elles oublient cette petite flamme, cette lumière en fait en elles. Et je trouve ça dommage, je trouve qu'aujourd'hui on peut très bien faire la part des choses. Et je me souviens aussi de certaines femmes qui parlent à ta place. Moi je me souviens que quand j'ai eu ma fille, j'avais quelques amis, des connaissances à moi, ils me disaient « Ah mais t'as une fille, oh Maïcha, nous on pensait que t'allais travailler aux Nations Unies, etc. » Je dis « Mais pourquoi vous parlez de moi au passé ?» Enfin, je sais pas, tu vois. « Ah mais on pensait que t'allais faire ça. » Je dis « Mais ça veut dire quoi on pensait que t'allais... » Ah, mais du coup, t'étudies quand même. Comme si, c'est fini ta vie. Genre, ah, mais t'es mariée, c'est fini. Et j'étais choquée, j'étais frappée par ça. Je me souviens aussi à ma formation, quand j'ai fait la formation audiovisuelle, il y avait des petits jeunes qui étaient venus me voir, ils avaient 23 ans, j'ai 27 ans. Et ils étaient là. Je disais, je suis maman donc de 2 petits, parce qu'on se présentait tous. C'était là, ah, mais je croyais que quand on est maman, c'est fini. C'est vrai, tu fais encore ça et tout. J'étais là, mais en fait, et ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais dans notre société actuellement, notre génération, on a l'impression que soit à la vingtaine, il faut que tu fasses tout avant d'avoir 30 ans, surtout quand t'es une femme, parce qu'après t'existes plus, t'es aux oubliettes, ou quand t'es maman, c'est fini. Tu dois être maman, t'es muselée, tu peux plus rien faire. Donc, t'es maman, malheureusement, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, il faut se défaire de tout ça, et peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, sois toi-même en fait, sois toi-même jusqu'au bout. Je sais pas si on peut aborder en tout cas ce sujet et feel free de dire ce que tu peux dire. Tu disais que ton mari, parce qu'on n'est pas encore séparés. Enfin, on est séparés, mais on n'a pas encore... Les parents sont en procédure, mais on attend. Mais non, en tout cas, on s'est séparés. De vive voix, on se l'est dit, on s'est séparés. Est-ce qu'il y a eu des étapes qui ont fait que tu aies pris ce choix? Parce que quand on se marie, c'est jusqu'à la gare, c'est jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a eu des actions où tu t'es dit non là entre guillemets je vais laisser ma peau? Je parle pas de violence mais je parle du fait que je me suis déjà perdue, mais là mon mari a posé un acte qui me fait me dire que parce que finalement si tu as réussi à tenir je sais pas 1 an, 2 ans, 3 ans et que tu savais qu'il y avait le poids de la société, est-ce que le travail était de divorcer ou le travail était de se défaire du poids de votre environnement? Moi, je pense qu'il y avait 2 choses. Il y a déjà le poids de l'environnement qui fait que t'en peux plus. Mais après, il y a au sein du couple aussi, qui peut faire aussi de te poser des questions. Est-ce que toi, se marier avec quelqu'un, c'est un choix très important? Moi, quand j'étais jeune, il y a 3 ans, quand je me suis mariée avec mon mari, c'est parce que pour moi, on était sur la même longueur d'onde et on pouvait changer le monde ensemble. Sauf que je pense que quand tu te maries, les choses changent, les gens changent, ils évoluent, et on n'évolue pas tous de la même manière. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est qu'on était 2 personnes différentes. On ne peut pas être pareil. Les 2 personnes différentes. Et moi, au fil du temps, j'ai appris à avoir aussi un autre visage. Je pense que lui aussi, il a dû apprendre à avoir un autre visage. Moi, j'ai appris à avoir un visage beaucoup plus possessif. Tu vois, très possessif, j'ai vu beaucoup plus possessif. Plus on avançait, plus j'avais envie d'aller dans des endroits. J'avais l'impression qu'il avait peur de me perdre. Et toute sa vie, c'était non, tu peux pas aller, ou c'était de me freiner en fait. J'avais l'impression d'être toujours freinée. Et en fait, à un bout d'un moment, j'ai essayé d'échanger avec lui parce que quoi que je faisais, par exemple, en fait, j'avais l'impression que ça dépassait ce que moi je pouvais faire. Tu sais, dans un couple, tu peux pas dire on se sépare comme ça, surtout quand vous êtes mariés. T'essayes de faire changer les choses, t'essayes de faire en sorte que ça marche, parce qu'on se marie pas pour divorcer. On se marie pas, personne se marie pour divorcer. Quand tu te maries, tu te dis c'est à la vie, à la mort. Mais quand t'essayes, et que tu vois que tu peux rien faire, ça sert à rien de forcer. Qu'est-ce que tu as mis en place, par exemple, pour essayer en France? Moi, par exemple, comme j'ai vu que c'était quelqu'un de très possessif, en tout cas qui aimait que je sois que pour lui, justement, j'ai arrêté de voir tous mes amis. Ce que je disais, je me suis effacée.
Je me suis effacée pour rester qu'avec lui, justement. Qu'avec mes enfants, qu'avec lui. Je me suis effacée, je voyais plus personne. Je voyais plus même mes amis proches, je les voyais plus. Je ne voyais plus personne. Pendant 1 an, 2 ans, je restais là. J'avais pas le temps de voir les gens de toute façon. J'avais trop de trucs à faire. Et en plus de ça, je sais que si j'allais voir quelqu'un, il allait s'inquiéter. C'est des petits commentaires, mais c'est des petites choses qui te restent en fait à la tête. C'est des petits... mais non, faut pas que tu sortes. Pourquoi tu vas voir celui-là? C'est qui lui? C'est qui machin? Et en fait, être avec quelqu'un de possessif, c'est compliqué en fait à la veille parce que tu dois tout le temps te justifier surtout. Tu vois. Et en fait, voilà, on a plein de fois échangé. On a eu ma sœur, par exemple, qui est intervenue, qui a dit, mais il faut la laisser un petit peu vivre, il faut la laisser respirer, etc. Mais je voyais que ça changeait pas et qu'en fait, quoi que je peux dire, quoi que je peux essayer de faire en sorte pour qu'il soit plus confiant, pour qu'il soit plus à l'aise, j'allais rien pouvoir changer, en fait. J'allais rien pouvoir changer parce que pour lui... J'avais l'impression que sa notion du mariage avait changé pour lui. Si t'es marié, on doit rester tout le temps ensemble. Tu peux pas sortir, faire comme tu veux. Tu peux pas aller voir tes amis comme tu veux. Parce que ça voudrait dire, si tu vas voir d'autres gens, peut-être potentiellement, tu peux soit me tromper, soit tu peux faire autre chose. Alors qu'on doit être tout le temps ensemble. Tu vois. Tandis que moi, c'était pas ça. Et j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas le changer. Alors, qu'est-ce que tu aurais dit, ou qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeune fille de 22 ans qui a rencontré ce garçon, ou de 24 ans qui s'est mariée? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire, ou qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te marier? J'aurais aimé savoir beaucoup de choses déjà. Mais comme je l'ai dit, en fait, j'aurais aimé dire à cette jeune fille qu'il ne faut pas qu'elle s'oublie. Il ne faut pas qu'elle s'oublie. Il ne faut jamais s'oublier. Et peu importe si t'es marié, peu importe si tu as des enfants, il faut essayer de faire la part des choses et penser à toi. C'est important de penser à soi d'abord. Moi, ça a été une décision difficile de me dire que je me sépare. Et là, c'était la première personne à qui je le dis vraiment en personne. Dans ma famille, les gens ils sont assez conscients de ça. Mais oui, je me sépare parce que j'ai compris que je m'oubliais en fait au final dans ce couple-là. Et que j'étais trop dévouée. Peut-être que j'en recevais pas forcément assez. Donc j'aurais dit à cette jeune fille, mais ne t'oublie jamais pour quelqu'un. Pense toujours à toi. Toujours toi d'abord. C'est égoïste de penser comme ça, mais c'est important. C'est important pour ton épanouissement, c'est important pour tes enfants. Tes enfants, ils seront heureux s'ils voient une maman heureuse. Et si t'es pas heureuse, tes enfants ne pourront pas être épanouis aussi. Donc, il faut d'abord penser à soi. Et si tu vois que dans ton couple, tu ne penses pas assez à toi, tu es tout le temps en train de courir, en train d'essayer de donner le meilleur pour ton mari, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes enfants, mais toi, il n'y a plus toi, ça, c'est un problème. Si tu vois que tu n'existes plus, même dans ton train-train, que tu n'as même pas une journée où tu te dis « c'est ma journée, je me fais belle, je pense à moi, je fais mes trucs », il y a un problème. Il y a un problème dans ton couple. Pour moi, tu dois penser à toi aussi. Tu peux pas tout le temps donner et pas penser à toi-même. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pendant 2-3 ans, je me suis complètement oubliée, je me suis complètement effacée. Et je me suis dévouée totalement à ma relation, à mes enfants, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas épanouie. Je n'étais pas épanouie parce que je m'étais oubliée. Il ne faut pas s'oublier. Donc, tu dirais à celle dont tu... je dirais à Aïcha de ne pas s'oublier. De ne pas s'oublier. De ne pas s'oublier et de penser à elle d'abord aussi. Et quand vous décidez tous les deux de vous séparer, qu'est-ce que vous vous dites? On se dit qu'on restera toujours en bons termes. Pour les enfants. Pour nos enfants, pour nous aussi. Parce que mine de rien, il me dit toujours qu'il m'admire. Il me le dit souvent, même maintenant, il me dit toujours que je resterai toujours la femme qu'il admire. Parce que quand il m'a vue, c'est parce qu'il m'admirait. Et moi aussi, quelque part, je l'admirais. Parce que j'ai toujours été fan des musiciens, etc. Et je l'ai vu faire du slam et il est incroyable. Donc on s'est dit qu'on va, en tout cas, essayer de tout faire pour rester en bon terme. Et pour nos enfants aussi. C'est-à-dire que pour moi, il restera toujours quelqu'un de spécial dans ma vie. Parce que ça reste le père de mes enfants. Ça reste le père de mes enfants. Et pour ça, il y aura toujours quelque chose de spécial. Mais je pense que j'ai pensé à moi en fait. C'est que je me suis dit dans ma tête en bout d'un moment, je suis Maïcha, ça peut pas être ça ta vie. Je me suis dit, il y a trop de combats dans le monde, il y a trop de choses à faire dans le monde pour que ce soit ça ma vie. J'ai besoin d'impacter, j'ai besoin de faire ma part dans ce monde et quand je mourrais, qu'on me disait Aïcha Diaby, elle a changé nos vies, elle a essayé de faire ci, elle a essayé de faire ça, elle a tenté, elle a posé un acte et je me suis dit je peux pas terminer comme ça. En fait, je me voyais, genre, je me suis dit, mais dans quelques années, ça veut dire, j'aurais quoi? C'est ça ma vie? Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et là, actuellement, comme tu dis, comme dans beaucoup de nos pays,
les parents sont en train de discuter, les familles sont en train de discuter. Est-ce que c'est possible, selon toi, si ton mari ou le père de tes enfants décide de faire des efforts, que vous vous remettiez ensemble? Enfin, tout ça, ça a été déjà fait. Hein. Après, maintenant, moi, je ferme... En fait, à un moment, il faut être égoïste. C'est-à-dire, dans nos sociétés, nos cultures, elles ne sont pas faites pour que... La justice, je prends un exemple. Hein. La justice occidentale et la justice africaine, c'est très différent. En Occident, quand une personne fait quelque chose de mal, on va vouloir l'écarter de la société en le mettant dans la prison. En Afrique, on va toujours vouloir rassembler. On va plutôt vouloir l'union. On va toujours plutôt essayer de faire en sorte que les deux camps s'entendent et de réparer la chose plutôt que d'exclure. Parce que quand tu exclus, c'est la pire chose qu'on peut faire en Afrique. Donc, dans nos cultures, pour eux, une femme et un homme qui se disputent ou qui se prennent la tête ou que ça ne va pas, on peut toujours arranger. Moi, combien de fois on me disait « Ouais, mais la femme, de toute façon, elle doit souffrir. C'est comme ça le mariage. » Je me souviens quand je m'étais mariée, toutes mes tantes venaient me voir en disant « Il faut pardonner. » Comme si j'allais en enterrement. Hein. Moi, j'étais contente. Hein. Mais tout le monde me disait la même chose, mes tantes. Il faut pardonner dans le mariage. Il faut pardonner. Hein. C'est le pardon, hein, le mariage. La femme, elle doit pardonner. Et on dit, chez nous, on dit, il faut venir à Sabali. Sabali, ça veut dire, il faut que tu apaises ton cœur tout le temps. C'était les seuls conseils qu'on me donnait. Hein. C'était, il faut pardonner. Le mariage, c'est pardon. Sauf qu'en bout d'un moment, on demande toujours à la femme, faut pardonner, faut pardonner, faut pardonner. Mais du coup, faut t'oublier, faut t'oublier, faut t'oublier. Et il faut laisser le mari faire ce qu'il veut. Mais ça, c'est pas possible. Donc moi, je sais très bien que pour eux, les parents, ils peuvent toujours avoir une chance. Mais moi, heureusement que ma mère, c'est quand même toujours de mon côté, qui va toujours me soutenir. Parce qu'elle me voit et elle m'a vu. Et elle a vu que ça allait plus en bout d'un moment pour moi, parce que je me sentais pas bien. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ma mère, au début... Elle était du côté de mes tantes en mode non mais tu sais c'est pas facile les mariages, même moi tu vois bien c'est compliqué mais c'est comme ça la femme il faut prendre sur toi, sauf qu'en bout d'un moment je pense qu'elle-même elle a plus reconnu sa fille, elle se dit mais c'est vrai qu'Aïcha elle faisait tant ceci cela et maintenant je la vois plus et maintenant elle m'a dit non, elle m'a dit fais ce que t'as à faire, c'est ce qu'elle m'a dit, fais ce que t'as à faire, elle dit moi de toute façon je serai de ton côté, c'est ce qu'elle me dit. Et même mes parents, j'ai de la chance de faire en sorte qu'ils soient un peu plus ouverts. Donc, ils me soutiennent. Et aujourd'hui, je pense que maintenant, c'est plus qu'à attendre les officiels. Hein, parce qu'en Afrique, il faut tout officialiser, envoyer les colas, machin, etc. Tout ça, c'est encore de la logistique qui doit se faire. Oui, mais ton père, qu'est-ce que ton père t'a Au début, c'était ça. Au début, ils vont tout le temps vouloir arranger. Moi, j'étais partie les voir. Et ce qui m'a vexée un jour, ça m'avait bien vexée, c'est quand je suis allée voir la première fois, c'est que, en fait, on pense toujours que la femme, elle est émotion. Tu vois Tu vois ce que je veux dire On pense toujours que la femme, elle est émotion. Je suis venue voir mon père, je lui dis, ouais, écoute, je pense que je vais me séparer, machin, etc. Séparer ? Mais c'est un grand mot, ça, tu vois. T'es énervé, calme-toi. Et même, je me souviens quand j'en parlais aux beaux-frères, à mes beaux-frères, donc aux frères de mon mari avec qui je m'entends très, très bien. On disait, je me séparais, tous ils me disaient, mais calme-toi, t'es trop énervé, t'es trop si. Donc la femme est émotion. Et en bout d'un moment, je me suis énervée. Et je leur ai dit, mais arrêtez de me dire que je suis énervée. Je dis, j'ai jamais été aussi calme. Et j'ai jamais su autant ce que je voulais. J'ai dit, je veux me séparer. Et je vais me séparer. Mais ça a été très difficile. Enfin, ce qui m'a énervée, c'est que mon père, tous les hommes, en fait, c'était ça. Ouais, mais tu t'énerves trop, t'es trop énervée, là, Aïcha, c'est pour ça que tu dis ça, t'es trop énervée. Non, je suis pas énervée, en fait, je suis très calme. Et ça m'a énervée pour le coup. Ça m'a énervée parce que je leur dis, mais en fait, je suis en train de vous parler, je suis sérieuse, je vous ai mis les A à Z, pourquoi je voulais me séparer. Et vous comprenez pas, vous me dites parce que je suis énervée. C'est pas possible. Et ça m'avait énervée. Et je suis revenue voir deuxième fois, troisième fois. Et là, c'est là que mon père a compris et que il me dit, ok, on va essayer de faire les choses bien. Donc voilà, ça ne regarde que maintenant. Nous, en tout cas, on est ok sur la chose, on est séparés. Et puis, on va faire les choses officiellement maintenant. Mais c'est vrai que dans nos cultures, la femme a les émotions. La femme n'a pas forcément son mot à dire. Et ça, je l'ai vu à partir du moment où je me suis mariée. C'est là que j'ai compris que la société, on te met dans une case et que même au-delà de nos sociétés africaines, c'est aussi nos amis, etc. Moi, j'avais mes amis, depuis que je suis mariée, qui m'appelaient plus ou qui m'invitaient plus à boire parce que, Maïcha, tu peux pas, t'as tes enfants, on décide à ta place. Mais tu peux pas, t'as tes filles. Mais oui, mais en fait, j'ai mes filles, j'ai des babysitteuses, je peux les poser là-bas, j'ai encore une vie, hein. Mais en fait, tout le monde, il s'en rendait pas compte. Ah, mais on peut pas, Aïcha, t'as un truc à faire, t'as tes enfants.
Ou Aïcha, mais tiens, à 16h, je peux venir, comme ça, je viens t'accompagner pour aller récupérer tes enfants. Je dis, mais moi, je récupère pas mes enfants, j'ai une babysitteuse, elle va la récupérer, là, je vais au ciné. Hein. Donc, tu vois, et en fait, tout le monde veut te mettre dans une case. Tout le monde a l'idée de c'est quoi être une femme C'est ça, c'est quoi être une femme, c'est quoi être une maman, c'est ça. Ouais. Et tu veux plus d'étiquette. Ah, moi, je veux plus d'étiquette. Tu veux juste être Aïcha. Je veux être Aïcha, je veux même pas qu'on me dise t'es ci, t'es ça. Je suis un être humain, les gars. Je suis un être humain et j'ai envie de réaliser ce que j'ai envie. Et c'est ce que j'inculque à mes filles, là. Elles ont 2 ans, 1 an. Mais j'essaye de leur faire toutes sortes d'activités. J'essaye de leur acheter toutes sortes de jeux. J'essaye de leur faire voir, d'aller dans les comédies musicales, d'aller aux zoos, de faire du théâtre, d'écouter de la musique, d'écouter du Beethoven, d'écouter du rock. J'ai envie qu'elles ont une ouverture d'esprit et surtout j'ai envie qu'elles comprennent qu'elles peuvent être qui elles veulent. Pour moi, tu peux être qui tu veux et j'ai juste envie de leur dire quelque chose, c'est juste d'exceller dans tout ce que tu fais. Moi, je leur demande juste ça, mes filles. Peu importe ce qu'elles veulent faire, mais exceller dans votre domaine. C'est ça pour moi. Pour moi, si tu veux impacter, il faut exceller dans ce que tu fais. Et il faut avoir une passion. Et quand tu as cette passion-là, fais du mieux que tu peux. Et fais tout ce que tu veux. J'ai pas envie qu'on mette mes filles dans une case. Et c'est pour ça que ma mère, au début, quand j'achetais des petites voitures à mes filles, ma mère, elle disait « Oh, mais non, ta fille, elle aime trop jouer aux voitures. Faut pas lui acheter, machin. » Et je dis « Non, si elle aime bien les voitures, tant mieux. Je lui achète des trucs de construction. Si elle aime bien, bah tant mieux. Elle aime bien aussi les poupées. Elle aime tout. » Et j'étais contente parce qu'il y a une semaine, ma mère, elle est partie acheter des tas de jouets avec plein de voitures. Elle dit, tiens, c'est pour Djenaba et tout. Et j'ai trouvé ça trop mignon, tu vois. Elle lui avait acheté un gros paquet avec plein de voitures. Et ma fille, elle était là, ah, mais il y a des voitures et tout. Elle était trop contente. Et petit à petit, tu vois, ça change. Je lui dis, si elle veut jouer à ça, elle a le droit. Pas... Quel conseil tu donnerais à des femmes ou à des hommes qui nous écoutent et qui vivent ça? Vraiment, déjà aux femmes, je leur dirais de penser à elles. Le mariage, c'est très difficile. Avoir des enfants, c'est très difficile. C'est aussi très gratifiant. Et vraiment, mes filles, c'est un régal. Quand je vois ces petits êtres humains grandir, en fait, c'est un régal. De donner des valeurs à un enfant, de lui léguer tout ce que tu as, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Et je souhaite ça à toutes les femmes. Après, il y a des femmes aussi qui ne veulent pas avoir des enfants et c'est leur choix. Et je soutiens aussi ça. C'est chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis très contente d'avoir mes filles aujourd'hui. Et je leur dirais aux femmes dans le mariage, dans peu importe ce qu'elles font, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de penser un petit peu à elles. Parce que nous, les femmes, on a tendance à beaucoup donner, beaucoup donner, et on a tendance à nous effacer, à nous oublier. Et ça, je pense que c'est pas une bonne chose à faire. Je pense qu'il faut vraiment garder toujours cette petite flamme qui est en nous. Toujours un petit coin de notre tête qui on est et savoir pourquoi on est là. Peu importe si on a des enfants. Nos enfants, c'est vrai que c'est notre priorité après quand on a des enfants, quand on est marié, mais il ne faut pas s'oublier. Et les hommes, je leur dirais de ouvrir aussi leur esprit, de se dire que ma femme, si elle a envie de travailler, si elle a envie d'être qui elle veut, je la soutiens et je suis derrière elle pour la pousser aussi. Il faut qu'on arrête de leur donner directement ce truc de virilité en mode pour être un homme, c'est toi qui dois tout ramener à la maison, c'est toi qui dois être au-dessus de ta femme, etc. Il n'y a pas de au-dessus, dessous, machin, etc. On avance main dans la main, on a un objectif et on fonce dans ça, on est des partenaires de vie. Pour moi, c'est ça une relation. On a décidé de mettre nos chemins ensemble et d'avancer ensemble. Et je pense que parfois on oublie ça, on rentre dans des guéguerres de non, le mariage c'est ci, c'est ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Rien doit être comme il doit être. Chacun est différent, tu vois. Chacun doit créer sa vie, chacun doit créer qui il est et rien doit être préétabli parce qu'on n'est pas un livre, on n'est pas quelque chose. On est des êtres humains et du coup on est fait de défauts, de qualités, donc on est ce qu'on est. Je voudrais juste que les gens comprennent ça, qu'on déconstruise en fait les idées qu'on a sur la femme, sur les hommes, sur le mariage. Chacun a des mariages différents, chacun est une mère différente. Il y a des femmes qui sont épanouies en étant chez elles, à la maison, en attendant leur mari avec un grand plateau de riz ou de haloco et d'être avec leurs enfants. C'est leur choix. Si elles sont épanouies dedans, tant mieux. Il y a des femmes qui ont besoin de faire le tour du monde, qui ont besoin de faire 36 000 choses. C'est leur choix aussi. Soyez épanouis dans ce que vous faites et surtout ne vous laissez pas dicter par les dictates de la société. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Une chose aussi que certaines femmes se posent lorsqu'elles ont du mal à se dire je me choisis d'être épanouie dans mes propres termes. Parce que même si tu te mets en couple avec une personne, tu es d'abord une entité. Ton mari est une entité et puis c'est 2 entités qui se retrouvent pour créer une entité, mais sans oublier leur entité propre. Et j'invite les gens à écouter mon intro de la saison 2 où je parle de ça. C'est que des fois, quand on rentre dans une histoire d'amour,
on a tendance souvent à s'oublier. Et un jour, il y a un des partenaires qui se lève souvent et se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Où suis-je passé ?» L'autre ne se rend pas compte, mais il y a un qui, en fait, en embrassant, la relation se perd. Parce que dès le début, la personne n'a pas pu assumer son aura et la personne qu'elle était. Moi, j'aimerais savoir, parce que ça c'est une question que les gens se demandent, aussi c'est, est-ce que tu t'es dit, j'ai moins de 30 ans, j'ai 2 enfants, est-ce que je vais retrouver un compagnon ? Est-ce que c'est une question qui t'a effleuré dans tes réflexions ? Honnêtement, moi je me suis dit, j'ai 27 ans, j'ai 2 filles. Franchement, je kiffe ma vie. À un bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que je me remarierais ? Est-ce que je referais ma vie ? Franchement, je me suis dit, je me suis déjà mariée, j'ai vu ce que c'était le mariage. Je suis pas pressée. Et en fait, je me mets plus de pression. Franchement, je suis dans un mood où je me dis, mais écoute, si jamais je rencontre quelqu'un à 35 ans, ou si je rencontre quelqu'un dans 1 an ou 2 ans, ou si je rencontre quelqu'un, tant mieux, mais c'est pas ce que je recherche. Là, ce que je recherche, c'est plutôt de m'affirmer, c'est plutôt de m'épanouir, de faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de réaliser. Et en fait, j'en ai marre qu'on mette des dates, des machins pour les femmes. Ah, t'as 30 ans, t'es pas encore mariée, t'es pas si. Pour moi, chacun son heure. C'est ce que je dis à ma soeur. Ma soeur, elle a 30 ans, elle s'est pas encore mariée. Tu vois, elle aussi, elle avait une autre pression. C'est genre, madame, mais ta petite soeur, elle s'est mariée, elle a des enfants. Elle avait cette pression-là. En mode, de toi, t'es pas mariée encore, et il faut prier pour elle. Les gens me regardaient en mode, prie pour ta sœur aussi, il faut qu'elle se marie. Et moi, j'étais là, mais laissez-la, en fait. Genre, si elle a envie de prendre son temps, elle prend son temps. Genre, le mariage, c'est pas le but d'une femme. Et ma mère, je me souviens, et ça, elle a bien évolué, mais quand on était plus jeune, elle disait, tu sais, la femme, c'est le mariage, tu vois. Parce qu'elle aussi, elle est née dans ça. Donc, pour elle, t'as beau faire tout ce que tu veux, genre, tu peux t'éparpiller comme tu veux, mais quand tu es mariée, t'es mariée. Et c'est pour ça, moi maintenant, j'ai plus de... Et j'ai envie de dire ça aux femmes, on n'est pas dans un compte à rebours. Tant que tu as la santé, essaie de faire chaque jour de ton mieux. Mais c'est pas en mode 30 ans, je suis pas mariée, ça y est, je suis périmée, qu'est-ce que je fais ? On veut tous vivre 100 ans. Donc quand on aura 40 ans, 50 ans, on va dire quoi ? Donc chacun son temps. Moi, si je trouve quelqu'un à 40 ans, tant mieux, je me remarierai à 40 ans. Peut-être que je me marierai même pas, j'en sais rien. Pour le moment, je me dis, je pense à moi, j'ai mes filles et j'ai envie de m'éclater, quoi. J'ai envie de faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais mourir. Ce qui m'importe, c'est d'impacter, c'est de faire du bien, c'est de faire tout ce que j'ai envie de réaliser. Et je me mets pas dans la tête, il faut que je me marie à 30 ans. Et je sais que beaucoup de femmes, c'est leur inquiétude. Mais croyez-moi, le mariage, c'est pas une fin. C'est là même où tous les problèmes commencent à venir. Donc, c'est pas une fin. Profitez, essayez de vous affirmer, essayez de monter. Si vous voulez monter un empire, créez votre empire, mais affirmez-vous même avant le mariage. Affirmez-vous, créez votre empire, créez tout ce que vous avez, soyez vous et apprenez surtout à bien vous connaître avant le mariage. Moi, je trouve que ces 3 ans-là, ça m'a permis de mieux me connaître, ça m'a permis de savoir qui je suis, jusqu'où je suis capable d'aller, tu vois, et de me dire ce que je peux encore faire. Je me dis, mais il y a tellement de choses encore que je peux faire et je ne peux même pas voir mes capacités que j'ai juste envie de do it, tu vois. Just do it, j'ai juste envie de faire maintenant. Et j'ai no limites. Je me dis, maintenant, j'ai mes filles, je peux décider encore là où je vais aller, elles sont petites encore. Mais maintenant, je ne mets pas dans ma tête, il faut que je me marie à 30 ans. Non, le mariage, c'est pas mon problème maintenant. Et je conseille les filles de ne pas se dire, oui, à 30 ans, il faut que je me marie, qui sont stressées comme ça. Non, 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 faites vos vies. Le mariage, là, quand on est heureux, c'est comme ce que j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, mais tu sais, moi, j'ai eu ma première fille à 25 ans. Toi, tu peux avoir ta première fille peut-être à 32 ans, mais le bonheur que tu as, ce sera le même bonheur. Donc ça sert à rien. Quand tu prends ta fille à la main, tu la prends à 24 ans ou à 30 ans, c'est la même chose. C'est le même bonheur. Donc chacun son temps en fait. Faut pas se presser. Chaque chose vient à temps, c'est tout. Merci Aïcha. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié que tu aimerais partager ? Non, je pense qu'on a tout dit. Moi, j'aimerais juste dire toujours aux femmes de penser à elles et de se dire que on n'est pas dicté. On est ce qu'on est et faisons les choses bien. Essayons d'être heureuses et essayons de penser à nous surtout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi aujourd'hui ? Alors, beaucoup de belles choses, beaucoup de bonheur. Ce que je veux, c'est juste de vivre heureuse et c'est de vivre à 100%. Donc, juste souhaitez-moi la santé parce qu'après la santé, je pense qu'on peut tout faire. Merci. Merci, Diane. Alors, chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit en compagnie d'Aïcha. J'espère que son histoire, ses mots, son sourire, ses questionnements en tout cas, ou ses réponses, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!